Ça va, ça va, ça va. Ça va, hein? Regardez bien. On est au poulet. Mas lay. Nous voici en voyage. Mais de quel voyage s'agit-il cette fois? Dans ce voyage, nous tenterons de donner une voix à l'oubli. Nous essaierons aussi de créer un silence, penser de l'immobilité, dans le bruit agité des médias, regard décalé par rapport à l'image des peuples, devenus produits du tourisme et de la consommation télévisuelle. Mais c'est un voyage. Partons. Notre destination est une terre mystérieuse, c'est la 5e île du monde, Madagascar, une île-continent. Il y a diverses sortes de voyageurs. Ce voyage se réfère à ceux de Ballandier, de Léris ou de Lévi-Strauss, des anthropologues. Pendant leurs enquêtes de terrain, les anthropologues emportent des carnets. Ils y notent leurs observations, transcrivent des récits et des témoignages. Ce film est lui aussi composé de carnets. Il propose un regard inhabituel sur Madagascar. La mousson glisse sur l'île. Chaque soir il pleut. Beau temps pour écrire. Je vais mettre à jour mes carnets, ce sont des carnets malgaches. Nous sommes à Madagascar et il pleut, mais parlons de Madagascar. Au nord-ouest de l'île, la localité de Marouvoy doit son nom aux sauriens qui abondent dans ses cours d'eau. La chasse aux crocodiles devint une mode à l'époque coloniale. Leur cuir fut très prisé pour devenir chaussures, ceintures et bracelets de montre. Les redoutables sauriens ont été décimés. Aujourd'hui protégés par la loi, les crocodiles font aussi l'objet de tabous. Dans les rivières et dans les lacs sacrés, des cultes leur sont rendus car ils sont considérés comme des réincarnations d'ancêtres. Les cultes de possession sont pratiqués dans toutes les provinces. La province de Marouvoy est particulièrement réputée pour ses sanctuaires de Tchumba. Voici d'elle, c'est le maître possédé de Sarafanjay. Les cours d'eau, il les connaît bien, il est pêcheur en même temps qu'agriculteur. Aujourd'hui, une troupe de paysans artistes participe à la cérémonie. C'est exceptionnel. Ramilison est parent par alliance du maître possédé. Sa troupe d'opéra classique Iragas est en tournée dans la région. Au rythme des violons et des cabosses, les filles de Ramilison et leurs parents tapent dans leurs mains au rythme pour appeler les esprits. Le maître possédé et les autres médiums du sanctuaire de Tchumba se préparent à recevoir les esprits d'ancêtres lors d'une transe. L'un des médiums asperge les participants avec de l'eau de mer, devenue eau de bénédiction.
Puis les médiums dansent et se concentrent pour accueillir en eux les esprits. Et soudain, un ancêtre parle, par la personne de Del, le maître possédé. C'est l'esprit d'un roi de l'Anjouï, une région située à plus de 700 km d'ici. L'esprit du roi en Tanjouï adresse ses bénédictions à l'assemblée, puis salue un médium retardataire. Aujourd'hui, la cérémonie est organisée pour solliciter la guérison d'une parente hospitalisée et très gravement malade. Et de nouveau, un esprit d'ancêtre intègre le corps d'un médium. Pour solliciter sa bénédiction, Ramélissonne offre du rhum à l'esprit du roi. Les médiums sous le pouvoir des esprits sornent le corps avec la terre blanche purificatrice qui est utilisée pour tous les cultes de Tchumba. Les esprits dialoguent entre eux d'une façon incompréhensible pour les humains. Le miroir est un instrument de vision, permettant de passer de l'autre côté du réel. Puis survient le moment du départ des esprits, la transe finale. Les esprits repartent, laissant les médiums en état de choc. La lance de guerrier en Tanjouï est le véhicule du départ, du dernier esprit.
Après la cérémonie, les médiums se détendent et réintègrent leur quotidien. Dia tsy midika hoe any amin'ny fahoriana na any amin'ny fifaliana fa eo amin'ny lafiainan'ny manontolo. Le Tchumba ne signifie pas le bonheur ni le malheur, mais la vie entière. Si une femme, si un enfant, ou si quelqu'un de la famille ou d'autres personnes sont malades, on cherche dans nos connaissances quelqu'un qui a un esprit Tchumba et on apporte le malade chez cette personne pour qu'elle la soigne. Moi, personnellement, je n'ai pas de pouvoir. Je dois appeler le Tchumba, l'esprit. Lui sait, et lui seul peut guérir. C'est comme un vent qui ne fait que passer. Tel est l'amour du Tchumba. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide, non. C'est un don des ancêtres et de la création divine. L'esprit choisit quelqu'un qu'il aime et il vient en lui. Le Tchumba, c'est comme la richesse qui arrive à ceux qui ont de la chance. Tu le vois bien toi-même, toi le blanc, l'homme aux yeux de chat. Nous ne nous disputons pas entre esprits. Nous n'avons ni armes ni fusil. La journée s'achève. Et demain, une nouvelle cérémonie aura lieu pour tenter d'aider à la guérison de la parente malade. Madagascar, depuis des temps immémoriaux, elle fascine les voyageurs. Pirogues asiatiques, boutres arabes, galions anglais, français, hollandais et portugais y firent escale. Et il fallut plusieurs siècles avant qu'au XVIIe, la cartographie ne restitue les contours de l'île. Les navigateurs européens qui y accostèrent amenaient des histoires étranges et de bien singuliers dessins. Selon leurs récits de voyage, ils y avaient rencontré des animaux fantastiques, des lamantins, des serpents marins et aussi des monstres. D'autres voyageurs racontaient leurs relations avec les Malgaches, mais les représentations qu'ils en ont faites dans leur carnet de voyage demeurent encore bien mystérieuses. Madagascar est la plus grande île de l'océan Indien. Madagascar, dont la reine Ranaval Ier disait qu'elle n'est ni l'Asie ni l'Afrique, mais une île dans les mers. C'était au début du XIXe siècle. Son insularité a préservé cette île malgré les tourmentes de l'histoire. Elle demeure un sanctuaire de la nature et de la culture. Madagascar, porte de l'Asie lorsque l'on vient d'Occident, porte de l'Afrique lorsque l'on vient d'Orient. Le métissage du peuple malgache exprime cette rencontre. Les premiers Malgaches vinrent d'Asie sur de grandes pirogues. Mais quand arrivèrent-ils? Sur ce point, le mystère demeure. Certains chercheurs situent cette migration avant notre ère. D'autres l'évaluent au début du premier millénaire. Les études linguistiques ont permis de localiser la terre des tout premiers Malgaches au sud de Bornéo. Ces migrations asiatiques furent suivies de groupes venus d'Afrique. Dès le XVIIe siècle, les esquisses que rapportaient les navigateurs européens de la route des Indes témoignaient du profond métissage de l'île afro-asiatique. Quand les premiers groupes venus d'Asie accostèrent, l'île était recouverte d'une forêt tropicale dense. Les migrants des origines s'établirent d'abord sur les côtes, et le professeur Akutu Arissou commente à juste titre que tous les Malgaches ont été des côtiers. Le cliché colonial qui prétend opposer habitants des hautes terres et villageois des côtes n'est qu'une idéologie.
ethniciste. Selon la pensée mythique malgache, le monde végétal est lié à l'ordre du cosmos. Les arbres, les lianes et les racines ont un pouvoir symbolique. La vie végétale procède d'une harmonie avec la vie animale dont relève l'humanité. La forêt est considérée comme un lieu de résidence d'esprits d'ancêtres. Le culte du végétal s'exprime dans toutes les régions avec des arbres sacrés, des forêts sanctuaires ou des bosquets réservés aux rituels. Si la pensée malgache protège l'environnement, des traditions prédatrices telles que la culture sur brûlis provoquent des ravages. De nos jours, suite à des siècles de déboisement, la forêt primaire ne subsiste que sur la côte est. Le versant oriental de l'île reçoit d'abondantes pluies toute l'année. Il est encore recouvert de forêts primaires. Avec les jungles d'Amazonie, de Bornéo et de Centrafrique, ce couvert végétal fragile est un élément vital de notre planète bleue. Et dans cette forêt fleurie d'orchidées habite une faune unique au monde. Nos lointains cousins les lémuriens fascinent chercheurs, voyageurs et médias. Et curieusement, le peuple malgache est bien moins connu que ces espiègles primates. Ce qui est plus secret, c'est que les lémuriens relèvent du sacré. Ils sont souvent considérés comme des ancêtres par des villageois qui rejoignent ainsi en un registre mythique les analyses scientifiques des primatologues. Certaines espèces sont appelées babakout, ce qui signifie petit grand-père. Ces primates font l'objet de contes et de récits merveilleux. Mais heureusement pour eux, la chasse en est interdite. Ils sont protégés par des tabous et par des lois. Cela leur évite de faire l'objet des créations culinaires locales. Mais la déforestation les met en danger. Les Malgaches du XXIe siècle ont une relation intense avec les premiers arrivants, ces grands ancêtres des temps légendaires. Le sol est considéré comme le Tajinjazana, la terre des ancêtres. Les mers qui entourent l'île sont appelées Ranuma Sinalo sacré. Ainsi, la pensée mythique malgache considère l'île comme une terre sainte entourée d'eau bénie. Ces carnets portent les voix de l'oubli concernant l'histoire malgache. Pour rappeler que partout dans l'île, des royaumes s'organisèrent au fil des siècles. Au XXIe siècle, les anciens monarques sont considérés comme des grands ancêtres collectifs dans toutes les régions. À la fin du XVIIIe siècle, le roi André Poenmern conçut le projet de réunir tous les peuples de l'île en un seul royaume. Il s'y employa d'abord en épousant 12 princesses, puis en multipliant les alliances, les traités et en faisant la guerre. Il procéda aussi à de grands travaux agricoles. Son fils Radam Ier n'eut de cesse de réaliser le rêve de son père. Il employa les mêmes méthodes, se mariant avec les filles des rois d'autres régions, signant des traités et combattant. Le roi Radam fit transcrire la langue malgache en caractère latin. C'était au début du XIXe siècle. Avec le concours de Londres, le roi Radam modernisa l'armée malgache sur le plan des armes, de la stratégie et des uniformes. La reine Ranaval Ier poursuivit l'œuvre entreprise par ses prédécesseurs. Elle résista aux pressions étrangères, et l'histoire néocoloniale lui en tient toujours rigueur. Puis la diplomatie malgache s'intensifia. Des ambassadeurs furent envoyés en Allemagne, en Angleterre, en France et aux États-Unis. Sous le règne de Ranaval II, un code civil et un code pénal furent élaborés. L'enseignement se développa. Le Premier ministre assumait le pouvoir gouvernemental.
L'historiographie coloniale fait tout pour occulter que Madagascar était déjà un état de droit, très civilisé, avant l'agression qui aliéna sa souveraineté pendant plus de 7 décennies. Car une invasion étrangère devait mettre fin au développement culturel, social et économique de l'île dans les mers. En 1895, un corps expéditionnaire colonial ayant débarqué à Majinga, au nord-ouest du pays, la jeune reine Ranaval III appela la résistance. Son armée et ses partisans résistèrent pendant 6 mois de combat, suivis de plusieurs années de guérilla. Puis la Grande Île dut subir l'occupation étrangère. Officiers et partisans malgaches furent exécutés sommairement. La reine fut déportée en Algérie, où elle mourut. Toutes les ressources du pays furent exploitées pour le seul compte de la France. La nuit coloniale s'abattait sur Madagascar. Au XXIe siècle, sur les 17 millions de Malgaches, plus de 8 personnes sur 10 vivent en milieu rural. Le riz est l'aliment de base de la population et les Malgaches seraient les plus grands mangeurs de riz au monde. Les premiers Malgaches venus d'Indonésie au début du premier millénaire avaient emporté avec eux des semences de riz, des outils et un savoir-faire. Ils avaient aussi emporté une belle langue malayo-polynésienne qui a évolué au fil des siècles et aujourd'hui parlée par toute la population. Les premiers Malgaches ont transformé les paysages de la Grande Île, sculptant les collines en terrasses dotées de systèmes d'irrigation subtils. Parmi les anciens royaumes établis dans toutes les régions, ceux du Betsileo et de l'Imerne s'investirent dans de grands travaux d'aménagement agricole. Au XVIIIe siècle, le roi André Ponmerne, dans l'un de ses discours, proclama que son objectif était de permettre à tous ses sujets de se nourrir convenablement de riz. Dans ses métaphores poétiques, il considérait son royaume comme une immense rizière. La terre malgache porte l'empreinte de ses lointains ancêtres, et les rizières sont bien parentes de celles d'Indonésie, du Vietnam ou de Chine. Le riz est de ce fait considéré comme sacré, étant un héritage des ancêtres. Les Zébus sont eux aussi arrivés au début du premier millénaire. Ils accompagnaient les ancêtres africains des Malgaches. Ils abondent tellement qu'ils seraient plus nombreux que la population. Ce mammifère exerce plusieurs fonctions sociales. Animal d'élevage, sa puissance est appréciée pour le labourage des rizières et pour les transports en charrette. Sa viande est préparée avec subtilité pour accompagner les repas. Animal symbolique, le zébu sacré, Umbima Sina, est la plus belle offrande que l'on puisse faire lors des sacrifices en hommage aux ancêtres. Des statues de zébus et des fresques les représentant décorent les tombeaux. Enfin, posséder un grand troupeau est traditionnellement un signe ostentatoire de distinction sociale. À Madagascar, des bucranes, des statues à l'oual et des fresques représentant des zébus ornent les tombeaux monumentaux édifiés pour l'honneur des ancêtres. Le zébu devient aussi statue pour les cultes de possession de Shumba. L'exotisme est mondial, l'étrange est étranger, tout est question de point de vue. Et à Madagascar comme en Inde, il n'est pas normal de rencontrer des zébus arpentant les rues des villes. Au centre de la pensée malgache figurent les ancêtres. Très près de l'humain se situent les ancêtres personnels, les ascendants défunts. Et puis il y a aussi les ancêtres collectifs. Ce sont les reines et les rois de toutes les régions de Madagascar. Enfin mythiques et originels, les premiers malgaches ayant accosté sur l'île sont considérés comme des grands ancêtres. La vénération des ancêtres constitue une véritable pensée religieuse qui fut combattue avec violence par les missions chrétiennes à l'époque coloniale. Mais cette religion de l'ancestralité a résisté au viol culturel qui accompagna le pillage des ressources
pendant les décennies de colonialisme. Au XXIe siècle, la religion des ancêtres est pratiquée massivement dans toute l'île. Elle constitue l'un des fondements de l'identité malgache. Monsieur Ramilison, un paysan artiste, organise les nouvelles funérailles famadiennes de ses ascendants. Le tombeau est ouvert à l'heure bénéfique définie par les astrologues. Les enfants des ancêtres préparent des suaires neufs, dans lesquels les corps seront enveloppés. Les nattes serviront à transporter les corps des ancêtres, pour les sortir des tombeaux et pour les faire danser. Une fois la cérémonie finie, les invités se partageront ces nattes. Ayant transporté les corps des ancêtres, elles sont considérées comme bénies et porteuses de pouvoir de fécondité. Des images de Famadine abondent sur les écrans des télévisions. Presque toujours, le texte qui les accompagne se situe sur le registre de l'exotisme. Il vise à susciter chez le spectateur soit la curiosité, soit le rejet. L'autre, dans sa différence, serait forcément sous-développé jusque dans ses cultes. 40 années de pensée néocoloniale ont pris le relais des décennies d'oppression coloniale. À l'heure convenable, du point de vue astrologique, un groupe d'hommes pénètre dans le tombeau. À l'intérieur, des fresques symbolisent des visions de l'au-delà. Les corps des ancêtres sont déposés doucement dans des nattes. Dès que les corps des ancêtres sortent du tombeau, leurs descendants s'en emparent avec respect pour leur rendre hommage par la fête, en les faisant danser. Tenir contre soi le corps d'un ancêtre a un sens psychologique et social. C'est une façon de retrouver symboliquement le temps d'une danse, le parent aimé qui est mort et dont on ressent le manque. La musique est essentielle. La cérémonie offerte aux ancêtres doit être joyeuse, ce qui n'interdit pas la tristesse. Un moment précis, encore une fois déterminé par les astrologues, les descendants remballent les corps de leurs ancêtres dans des suaires neufs, souvent en soie. Curieusement, dans les films et dans les livres consacrés à Madagascar, le nom même du Famadine est presque toujours traduit par le retournement des morts. Or, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Le but n'est pas du tout de retourner le corps des ancêtres. L'acte central du culte consiste à offrir aux ascendants un nouveau suaire et d'y introduire de petits cadeaux. Il s'agit de nouvelles funérailles qui sont perpétuées indéfiniment par les enfants des ancêtres. Les gestes avec lesquels les corps des ancêtres sont enveloppés dans les linceulls neufs sont respectueux et doux. Une fois les corps enveloppés dans de nouveaux suaires, les enfants des ancêtres les emportent pour une nouvelle danse. Et enfin, au moment convenable, une dernière danse rapporte les corps vers le tombeau. La procession doit faire plusieurs fois le tour de la sépulture. Son itinéraire est précis. Il est indiqué par l'astrologue, car la cérémonie est encadrée de tabous. Finalement, les corps des ancêtres retournent dans leur demeure d'éternité. La fête se poursuivra pendant plusieurs jours,
La famille élargie, les amis, les voisins danseront encore longuement, veilleront et partageront le riz. Puis le tombeau sera refermé. Les enfants des ancêtres dansent. Dans 3 ans, au plus tard, ils organiseront un nouveau Famadian. À l'extrême sud de Madagascar, l'Anjouille s'étend jusqu'au cap méridional de l'île. Tanjung Vuimen rencontre les tumultes de l'océan Indien. Ici, les dunes poussées par les vents glissent vers l'intérieur des terres, le sable recouvre progressivement les champs et les pâturages. La région côtière de l'Anjouille est en danger de désertification. L'Anjouille est recouvert d'une flore endémique. Ici, les didieracées s'élancent vers le soleil. Cette végétation abrite une faune unique au monde. Les tortues soukatch sont protégées par des tabous des ancêtres et aussi par des lois. Chaque année, pendant l'hiver austral, une grande sécheresse s'abat sur l'Anjouille. C'est le kéré, il dure 3 mois. Mais pendant la mousson, les pluies sont denses, sur le grand sud malgache. Alors les fleuves irriguent les terres et le paysage reverdit. La vie villageoise redevient plus facile. Mais l'Anjouille est vaste, et tous les villages ne sont pas situés près des fleuves. Dans les régions enclavées, des femmes doivent souvent marcher pendant des heures pour chercher l'eau au puits. Nous manquons d'eau. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors nous la partageons. Et par exemple, le jeudi, nous ne venons pas au puits et nous achetons l'eau. Si l'on arrive en retard au puits, il est à sec. Il faut venir tôt. Et lorsqu'il n'y a pas de puits, pendant la mousson, les villageois aménagent des mares pour protéger des errances du bétail des eaux des pluies. Quand il ne pleut pas, c'est la famine. Là, il n'a recommencé à pleuvoir que depuis un mois. Nous n'avons rien à manger que des fruits des raketas. Ce nom raquette intervient constamment dans l'Anjouille. Cette plante résiste longuement au mois de sécheresse. Et quand il ne reste plus rien, elle fournit aux villageois l'ultime ressource alimentaire. Les raquettes servent aussi à construire des enceintes des villages. Proches des hameaux, les tombeaux témoignent de l'importance des ancêtres dans la vie sociale. Selon un proverbe malgache, il est préférable d'être sans demeure pendant la vie plutôt que pendant la mort. Les édifices sont de taille imposante. Ils sont conçus pour durer. Leur orientation procède de règles astrologiques précises. Les abords sont marqués par des tabous. Pour chaque visite, il faut demander les bénédictions des ancêtres.
Certaines sépultures sont ornées de sculptures et de fresques. Cet art funéraire comprend des représentations de moments de la vie des défunts et des expressions symboliques de la pensée mythique malgache. Le zébu est l'animal emblématique de Madagascar. Sa dimension symbolique est particulièrement profonde dans l'Andjouille, du fait que pendant les 3 mois de sécheresse, chaque année, le bétail est en danger de mort. La raréfaction des pâturages et des points d'eau oblige alors les éleveurs à entreprendre de longues transhumances vers l'est et vers le nord. Voici Tumbutsu. C'est une paysanne. Elle est née dans le village d'Atsiraguti en 1984. Son bébé s'appelle Tainjai. Le papa du bébé, c'est Damanandai. Il est originaire du village d'Ambunj. Il est né en 1981. Voici ce qu'ils nous ont raconté. Mes grands ancêtres sont des rois de l'Andjouille. Je suis un descendant du roi Andgatiaran Tsimitampouk. Je suis un authentique Entandjouille, comme les 11 enfants que ma mère a engendrés. Nous avons de nombreux tabous. Il y a les tabous des grands ancêtres et les tabous du village. Certains lieux sont tabous. Il ne faut pas y marcher ou bien uriner. Nous avons aussi des tabous familiaux. Il est aussi tabou d'insulter les bébés et les petits-enfants, sinon ils deviennent chauves. Je veux avoir 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Moi, je veux 12 enfants et rien que des fils. Si je n'engendre que des garçons, j'espère bien qu'eux auront des filles. J'aimerais bien que tous mes enfants aillent à l'école. Et est-ce que toi, tu penses prendre d'autres épouses en plus de Gisèle après? D'abord, c'est une tradition en Tandjouille. Peut-être prendrai-je d'autres épouses quand ce sera possible. Actuellement, ce n'est pas possible. Je prendrai peut-être 3 ou 4 épouses au bon moment. Mais actuellement, je n'ai pas encore les moyens. Et toi, Gisèle, tu es d'accord pour que Dame ait combien d'épouses en plus de toi? Je suis d'accord pour qu'il prenne d'autres épouses. Il peut en prendre 4. Tumbutsu et Damanandai attendent. Bientôt viendra leur tour pour la leçon de danse classique. Je sais danser depuis que ma mère m'a mis au monde. Ces danses sont une tradition de l'Andjouille. Ma sœur sait danser. Ici, tout le monde apprend à danser. Il n'y a pas de travail. Alors je reste là comme mes oncles. Notre place est ici, au village. Concernant les danses, tout le monde les pratique, même les très jeunes enfants.
Puis arrive l'heure du déjeuner. Le repas est constitué du fruit des raquettes. Les raquettes sont un aliment de base de l'Andjouille. Pendant les 3 mois de sécheresse, nous n'avons pas d'argent pour acheter du riz. Alors ici au village, il n'y a plus rien que des raquettes. Nous en mangeons matin, midi et soir. L'oncle de Manandaï nous a raconté des choses bien singulières. Ce bijou est un talisman. C'est un outil de protection. Un jour, j'étais gravement malade. Je suis allé consulter le guérisseur. Il a posé ce bijou protecteur sur mon poignet. Ici, il y a des faiseurs de foudre. La foudre descend du ciel et elle se pose dans leurs mains. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Si un faiseur de foudre donne ordre à la foudre de tuer quelqu'un, elle le frappe et il meurt. Ça marche. Il faut faire très attention. C'est une spécialité de notre région. Nous savons très bien faire cela, ici, dans l'Andjouille. La journée s'achève dans les danses. Dame Manandaï parle musique avec le maître de danse, tandis que Tomboutsou retrouve un autre rythme qu'elle connaît depuis l'âge de 4 ans. Et doucement, la nuit du tropique du Capricorne enveloppe finalement l'Andjouille. Les goélettes sur le canal de Mozambique rappellent que Majinga, la ville des fleurs, est le second port de Madagascar. Dès le XVIe siècle, un grand royaume s'est organisé sur la côte ouest de l'île. 500 ans plus tard, les anciens rois des dynasties Sakalaves font toujours l'objet de culte. Aujourd'hui a lieu le grand Fitampu en l'honneur du roi André Michar. Les participants sont venus d'Antananarive, d'Antsiran, de Fianarantsoa, de Toamasine et de Tuléar. Car les anciens rois Sakalaves sont considérés par tous les Malgaches comme des grands ancêtres. Ils sont honorés dans toutes les régions, comme le sont les rois de l'Imerne. Une conque marine, une corne de bovidé. Ces instruments viennent de l'eau sainte, la mer, et de l'animal sacré, le zébu. Les musiciens perpétuent un art pluriséculaire. Les femmes procèdent au maquillage rituel et boivent l'eau de bénédiction. Dans l'enceinte qui abrite les reliques royales, des zébus ont été sacrifiés en des endroits très précis, définis par les astrologues et par les devins. Assises devant l'enceinte du sanctuaire, des milliers de femmes, pour la plupart des médiums possédés, communient par le chant. Les fidèles, venus des temples de possession des différentes régions du pays, défilent devant le sanctuaire. Puis vient le tour des maîtres possédés, car le défilé procède d'un protocole précis et hiérarchisé. Et soudain, 5 siècles d'histoire malgache surgissent quand apparaissent les descendants des rois Sakalaves, entourés de leur cour et de leur escorte.
Voici le moment suprême de la cérémonie, la procession des reliques des anciens rois des temps mythiques. L'accès au sanctuaire des reliques royales fait l'objet de nombreux tabous. Il ne faut pas porter de sous-vêtements sous son pagne, et il convient de franchir la porte d'un pied précis, le gauche pour entrer et le droit pour sortir. La fête se poursuivra pendant plusieurs jours, et durant les nuits interviendront bien des surprises. Car la nuit du Fitampu fait l'objet d'un tabou sexuel. Depuis le couchant jusqu'à l'aube, il est interdit de refuser les propositions d'accouplement proposées par des inconnus autour du sanctuaire. Un refus a pour conséquence un blâme des ancêtres. Et soudain, j'ai reconnu grand-père la bouteille. C'est un esprit que j'avais rencontré chez mon ami Josy Rassoavaïn. Ici, il avait pris possession d'une médium habillée de blanc. L'heure est à la fête. Après avoir défilé dans le sanctuaire pour demander les bénédictions des ancêtres royaux, les fidèles communient encore, par le chant et par la danse. Pendant une cérémonie de Chumba à Majinga en 2001, l'esprit qui venait de prendre possession de mon ami Josy Rassoavaïn me l'a dit et redit « Je suis aussi Massoupissou, l'homme aux yeux de chat ». Mes amis paysans malgaches disent que je suis un chat noir à moustache blanche. Le chat noir à moustache blanche représente le refus de l'aliénation et le désordre. La contradiction est une donnée passionnante de la nature humaine. Le livre de Claude Lévi-Strauss intitulé « Triste tropique » commence par une phrase en révolte. « Je déteste les voyages et les explorateurs. » Lévi-Strauss a néanmoins continué à voyager et à explorer. Et de ces voyages, Lévi-Strauss a rapporté de passionnantes études d'anthropologie. Ce voyage s'achève. Que voudrions-nous qu'il en reste? Une sélection d'images. Images de la passion des ancêtres lors des cultes de possession de Chumba, pendant lesquels des esprits intègrent les corps d'un vivant. Images restituant des gestes intimes, ceux des paysans mères des Betsileo, qui honorent leurs ancêtres familiaux lors de nouvelles funérailles, indéfiniment perpétuées. Images de la transmission des savoirs et des éléments fondamentaux de l'identité dans les villages du sud profond, en Andjouille. Images de communion avec les ancêtres collectifs pendant le grand Fitampu Sakala en hommage aux anciens rois. Images restituant l'unité du peuple malgache dans la diversité de ses hommages aux ancêtres. Parmi ces grands ancêtres reviennent souvent les noms d'un monarque d'Imerne, André Mpounmerne, et celui d'un roi Sakala, André Amichar. Et parallèlement, l'esprit du peuple malgache est profondément républicain, comme en témoigne la démocratie libertaire, des assemblées de base, les Foknoul, qui forment le socle de la République de Madagascar. Ces carnets malgaches se referment. Ils peuvent surprendre, car ils ne se conforment pas aux idées reçues et aux clichés idéologiques diffusés à propos de Madagascar. Ces carnets s'insurgent contre ces dominations symboliques. Quant à ces images, sont-elles des images justes? Nous pensons, comme le disait Jean-Luc Godard, que ce ne sont juste que des images. Images venues des confins de l'île dans les mers, elles tentent de donner voix à l'oubli. Why
sasatra miandranny akizya maizina miandrony ranatany yakizy kely am'izay mitomanya amiakabekarana reraky ny ombe nofa mandrakavela hoakaraina teto izany arylay tokatrano miainga maraina mandaony akange fomba ndelany tsy maintsy mitady rehefa tsy misy aza mananganaty irano siatso nametraka tany tenizy rehefa tsy misy te aza tomanya tenizy mangina manginy zany avako zany